messieurs Jospin, Chirac et compagnie, faire semblant de lever les bras au ciel et d'être épouvanté par la mort du petit Mohamed en Israël, je me dis, j'y croirais mieux si c'était pas les gens par lesquels on tue 250 000 petits Français par an. Vous voyez, moi je veux bien qu'on soit ému par la mort d'un enfant de 10 ans, effectivement, qui reçoit une balle dans la tête ou dans le ventre, c'est quelque chose d'atroce. Je suis absolument d'accord, c'est atroce. Mais quand les mêmes tolèrent qu'on tue 250 000 enfants par an, non pas avec une balle, mais avec les instruments de torture que sont les instruments des avorteurs, je me demande s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le propos de Jospin et Chirac qui font semblant de s'émouvoir de la mort de cet enfant. C'est l'indignation sélective. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a des choses qui les choquent. Ça les amuse, ça leur plaît. Ça les arrange de dire que c'est choquant. Et puis à d'autres moments, ça les arrange de dire que c'est pas choquant. Parce qu'en fait, en France, il faut quand même dire qu'il y a 250 000 enfants dont on est absolument certain chaque année qu'ils ne mourront pas d'une balle dans le ventre. C'est leur mère qui les a... Enfin, c'est dans le ventre de leur mère qu'ils sont morts. Et véritablement, je trouve que l'espèce d'émotion fabriquée qui s'est installée autour de ça a quelque chose d'insupportable. Cela dit, je tiens à préciser aussi que quand j'entends les gens qui soutiennent ceux qui ont tué cet enfant nous dire en France, comme la plupart des responsables des associations prétendument antiracistes, des officines du racket antiraciste, quand j'entends ces gens-là nous dire vous êtes des racistes parce que vous n'aimez pas les Arabes, je voudrais leur faire remarquer une chose, c'est que moi qui suis un raciste qui n'aime pas les Arabes, au moins j'ai jamais tué d'enfants arabes à coup de fusil. Et que c'est peut-être pas ces gens-là qui soutiennent l'armée israélienne de venir me donner des leçons d'antiracisme aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que chacun revienne à un peu moins d'hypocrisie, un peu plus de pudeur. Je comprends très bien que les Israéliens fassent ce qu'ils font, parce que quand on veut défendre son pays, enfin la terre sur laquelle on prétend s'installer, eh bien on n'est pas délicat sur les méthodes qu'on emploie. Mais je voudrais qu'ils ne me donnent pas de leçons quand moi je suis pas délicat sur les méthodes que je préconise pour faire respecter l'ordre en France. Et d'ailleurs dans le même ordre d'idées, j'ai vu hier soir une émission, je crois que c'est l'émission la plus prodigieuse que j'ai vue à la télévision depuis, je sais pas, des années et des années, je ne regarde pas souvent la télé, mais là par hasard j'y étais, et c'était sur Arte. Et le film, c'était un documentaire sur une enquête policière en Côte d'Ivoire. Personne n'a vu ça. Je pense qu'étant donné les programmes de télévision du soir, il doit y avoir 12 000 Français qui ont vu cette émission. Je vous assure que maintenant, le premier qui vient me parler de racisme anti-nègre, je lui claque la gueule. Parce que j'ai vu cette émission, c'est hallucinant. C'était une émission terrifiante de violence et de racisme. Ça se passe en Côte d'Ivoire, c'est une enquête filmée par des reporters qui suivent une enquête policière pendant tout le temps. Elle dure 1 an, l'enquête. Et il s'agit de trouver l'assassin, les 4 assassins, ou un assassin et ses 3 complices, d'un officier de police ivoirien à Abidjan, qui a été tué d'une balle dans la poitrine par des gens qui voulaient lui voler sa voiture. Alors les méthodes de la police ivoirienne sont extrêmement simples. Ils appellent les indicateurs et ils disent « dites-nous qui a tué ». Alors les indicateurs, pour se faire bien voir, se succèdent en donnant les noms de n'importe qui. Et les flics vont les arrêter, vont arrêter les gens qui ont été dénoncés, et ils les torturent. Ils les torturent, mais ce qui s'appelle torture de chez Torture et Fils. Hein. C'est pas une plaisanterie. Le moindre mal qu'on peut leur faire, c'est les attacher par les pieds à une branche d'arbre et leur taper dessus. Si, je raconte, parce qu'il y a une limite. Leur taper dessus jusqu'au moment où le gars avoue absolument tout. Et à ce moment-là, comme les flics savent ce qui s'est passé, puisque la femme du flic mort a témoigné, ils disent au gars, tu nous as menti, donc on va te battre encore. Alors ils battent pour qu'il avoue, et ensuite ils battent pour qu'il avoue qu'il a avoué à côté de la vérité. Et c'est hallucinant. Et à un moment, il torture un jeune type d'une façon tellement effrayante que le gars, il hurle, il pleure, etc. Et le flic se penche vers lui et fait « Mais toi là, tu es ivoirien, toi ?» Alors, il dit « Oui, je suis ivoirien. » « Et tu es intelligent si tu es ivoirien. Parce que tu comportes comme un imbécile. Pourquoi tu te fais taper? Il n'y a que des Burkinabés pour se faire taper comme ça. » Donc, il y a le racisme pur, la violence sauvage, immonde. C'est un document incroyable.
Or, il faut savoir que ces jeunes-là, quand ils arrivent à échapper aux griffes de la police ivoirienne, ils viennent se réfugier en France. Et en France, quand ils font ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, on les attache pas à des arbres pour les torturer. On leur met à l'extrême limite. Un policier extrêmement énervé arrive à leur donner une paire de claques. Et à ce moment-là, mes amis, c'est le MRAP, là, les cras, les défilés dans les rues, les violences policières, et les gars portent plainte, et ils font condamner les policiers français. Alors je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a un moment où il faut dire la vérité, c'est que la violence raciste, elle n'est pas en France en ce moment, elle est en Israël, elle est en Palestine, elle est en Afrique, et c'est des sémites qui entre eux s'entretuent et se font des violences et se font du mal, et c'est des Africains qui se font du mal. C'est pas les Français, les franchouillards, blanchouillards qui font du mal aux nègres, aux juifs et aux arabes. Il faut quand même arrêter de dire des conneries. Ces gens-là en France, ils souffrent de rien. En Afrique, on a vu des trucs, mais dans cette émission, c'était hallucinant. On a vu des gens qui vivaient, mais comme des animaux. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire. Ils vivent dans la crasse, dans l'ordure, dans la cochonnerie, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ils viennent en France, on leur donne le RMI, on leur donne la CMU, la couverture maladie universelle. On leur donne tout ce qu'ils peuvent imaginer. Et je vais vous dire, quand ils sont en France, en prison, dans les pires prisons de France, ils sont dans des palaces 4 étoiles par rapport à ce qu'ils sont en liberté dans leur pays. Donc on n'a absolument pas de honte à avoir. On n'a pas de remords à avoir. On n'a pas de complexe à avoir. Quand on voit la vérité du racisme dans le monde et qu'on voit comment vivent les gens qui vivent en France, les étrangers qui vivent en France, quand on voit par exemple ce qui s'est passé hier soir, 10 000 Israélites défiler avec des drapeaux israéliens sur les Champs-Élysées. Moi, je vous pose la question, en engueulant le gouvernement français, est-ce que vous imaginez une seule seconde 500 Français défilant dans les rues de Tel Aviv avec des drapeaux français en engueulant le gouvernement israélien? Mais en 2 minutes, ils se font casser la gueule. Ils sont arrêtés, envoyés en prison. Il n'y a pas un pays au monde qui tolérerait que des étrangers viennent manifester avec leur drapeau dans les rues de la capitale du pays. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Alors moi je veux bien, mais on est le pays de la liberté, on est le pays de tout ça. D'accord, ça ne me gêne pas du tout, je suis tout à fait pour. Je suis quelqu'un d'extraordinairement tolérant. Mais je ne veux pas qu'en plus on me crache à la figure, derrière, en me disant vous êtes un raciste et un salaud. Parce que c'est pas vrai. Parce que si on était des racistes et des salauds, il y aurait des morts dans les rues de Paris. Il y aurait des gens qui seraient torturés dans les prisons. Parce que ce sont des voleurs, des assassins, des violeurs. On les torturerait pour leur faire avouer la vérité, comme on fait en Côte d'Ivoire. Je me suis quand même énervé un peu, non? À peine, à peine. Non, juste ce qu'il fallait. Donc... il y a quelque chose d'incongru dans l'attitude de la communauté juive de France lorsqu'on les entend déclarer qu'ils sont victimes de l'islamique, arabo-islamique en France, alors que certains d'entre eux sont les premiers en France à taxer de racistes tout français, mais ça correspond à ce que tu disais, mais tu vas voir, on va quand même retomber sur les états généraux. Alors c'est toi maintenant, alors ça y est, on est vraiment des amis, donc on peut... Voilà, on peut, oui, excusez-moi Serge de Becquer. Mais je vous en prie, mon cher. À taxer de racistes tout français qui se défend contre les violences de ces mêmes arabo-islamiques. Et là, voilà le paradoxe. Lorsque nous savons que les associations comme SOS Racisme ou la LICRA sont toutes destinées à détruire l'identité française et à abattre ou à faire abattre tous les Français qui luttent contre l'occupation du sol français, occupation larvée où l'on assiste sous la conduite de l'État socialiste à la modification des lois françaises au nom de l'islam. Parce que si en effet dans les prisons on donne du cochon, c'est parce qu'en effet on modifie petit à petit les lois françaises. On donne plus de cochon du tout. Oui, c'est vrai, on n'en mange plus. Voilà. Et lorsque nous voyons M. Macias, et c'est là le paradoxe, serrer dans ses bras M. Bouteflika et l'embrasser, ensuite manifester avec la communauté juive, ce qui est son droit, contre les Palestiniens, sachant que ce même Macias et ces mêmes Hanin et autres absolvent les actes de violence, les actes d'antifada qui se développent dans ces banlieues, dans les banlieues françaises contre le peuple français, jusqu'au jour où nous disons tous les jours des Français et Françaises sont victimes de cette antifada qui s'exerce contre notre peuple. Des institutionnels français obéissent aux ordres de lobbies communautaristes et soutiennent cette antifada. Parce que l'antifada, c'est nous qui le vivons. Tous les jours, ils conditionnent sa poursuite. Certains procureurs même vont jusqu'à participer à conditionner l'opinion publique à la poursuite de cette antifada. Vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle de ce fameux procureur. Alors,
il y a une chose qui est intéressante, c'est est-ce que c'est pas ces mêmes individus, comme M. Macias ou Hanin, qui défilent en France et qui nous imposent d'un autre côté la primauté du droit du sol des étrangers sur le droit du peuple français sur son sol. Ou, extraordinaire, imaginez ceci en Israël, où le métissage de notre peuple comme réponse appropriée à la violence organisée dans les banlieues. Non mais ça, en Israël, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Non, moi, justement, je pose des questions, c'est la forme interrogative. La bonne question, c'est pourquoi ce qui est bon en France n'est-il pas bon ailleurs, et pourquoi ce qui est bon ailleurs n'est-il pas bon en France? Vous commencez à comprendre. Oui, ça fait un certain moment que j'ai compris. Quand je vois, je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est arrivé. On parle Alexandre Chavagnès parlait de dictature d'une ultra-minorité. Mais on ne peut pas donner une meilleure définition de la situation actuelle. Madame Lebranchu vient d'être nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Lebranchu, elle est communiste ou je suis fou? Non, elle est communiste. C'est-à-dire qu'on est le seul pays au monde, à part la Chine et Cuba, à avoir, et puis des pays qui sont même pas des pays, qui sont des contrées douteuses, qui n'ont pas d'existence réelle en dehors des pages des journaux, des pages étrangères des journaux. Mais on est le seul pays au monde à avoir un garde des Sceaux communiste. Mais vous vous rendez compte? On a une femme qui est ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est le complice de ce qui a été le régime de terreur le plus violent, le plus destructeur, le plus meurtrier du XXe siècle. C'est des gens qui ont massacré des millions, des dizaines de millions de gens avec la complicité des communistes en France. Le Parti communiste, c'était la section française de la Troisième Internationale, c'est-à-dire c'était une organisation criminelle de subversion en France. Cette organisation criminelle s'est transformée en mafia. Le Parti communiste aujourd'hui est une mafia. Il est constitué de gens qui sont des voleurs, qui pillent les finances publiques. Le secrétaire général du Parti communiste, il y a quelque temps, comparaissait devant la justice sous l'inculpation de détournement de fonds publics. Voilà où on en est arrivé. Et une représentante de ce parti, aujourd'hui, nous dit « Je vais administrer la justice en France ». Mais attendez, on est fou ou quoi? Je rêve ou quoi? Est-ce que ça va s'arrêter? Et ça, sous le gouvernement de Chirac. Mais comment les Français peuvent-ils supporter ça? Comment les députés de la droite, qui osent encore se revendiquer de la droite, peuvent-ils accepter une chose pareille? Il n'y a pas un pays au monde où une communiste étant foutue au ministère de la Justice, il n'y aura pas des manifestations dans les rues. Mais enfin, on vit dans un pays de fous furieux. Eh bien, vous avez une bande de mafieux qui est au pouvoir, qui passe son temps à voler tout le monde, et une bande de larves, de moutons, même pas des veaux, les veaux, le mot est trop beau, une bande mais véritablement de larves, de cloportes, qui vit dans ce pays. On ne sait pas de quoi ils vivent, on ne sait pas, ils regardent la téloche. Je regardais hier soir, pas moi, je regardais pas, mon fils m'a téléphoné parce qu'il a regardé cette émission de cet infect petit personnage immonde de Ruquier, qui recevait, comment s'appelle cette femme qui milite contre l'avortement, enfin. Madame Boutin. Madame Christine Boutin. J'ai bien compris, c'est bien Madame Boutin qui était dans cette émission, qui a été insultée. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'émission. Mais insultée comme on n'oserait pas parler à une putain de la rue de Buda. Ils l'ont traînée dans la boue, ils l'ont injuriée, etc. Alors, tout le monde trouve ça très bien, tout ça parce qu'elle est contre l'avortement. Tout le monde trouve ça tout à fait naturel. On peut injurier Madame Boutin autant qu'on veut. Moi, j'ai absolument aucune sympathie pour Madame Boutin, aucune, vraiment aucune. Parce que je trouve qu'elle mène le combat contre l'avortement d'une façon aberrante. Enfin, en tout cas, elle mène le combat. Ils l'ont traitée d'une façon ignoble. Et je dirais que c'est de sa faute. Qu'est-ce qu'elle a à foutre dans l'émission de Ruquier et de sa bande? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre dans des émissions comme ça? J'ai vu mes amis de Saint-Nicolas du Chardonnay. Les petits personnages, les petits cloportes de cette émission sont allés les interviewer sur le parvis de l'église. Ils ont répondu. Mais pourquoi vous répondez aux radios et télévisions? Pourquoi vous parlez devant la télévision? J'ai vu un garçon que je connais depuis des années qui s'appelle Tabarik Tati, formidable. C'est le prototype du militant d'Action française, d'un dévouement extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a à foutre de parler devant une caméra? À quoi ça sert?
de parler à ces crapules. Cette petite ordure qui racontait qu'il était allé à Saint-Nicolas du Chardonnay avec une bombe lacrymogène dans la poche parce qu'il avait peur de se faire casser la gueule. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce mensonge, cette désinformation, cette crapulerie, cette ordure morale en permanence, ce dégueulis d'ivrogne sur la droite, sur les Français et sur les gens qui méritent quand même un tout petit peu de respect. Et Madame Boutin va se commettre dans ce bordel. Ben, il ne faut pas qu'elle s'étonne d'être traitée comme elle a été traitée. Il ne faut pas se plaindre. Quand je vois les abbés, nos bons abbés qui viennent me dire « Ah, je suis passé à la télévision, dites donc, ils n'ont pas été corrects. » Mais il fallait pas y aller. Si vous allez dans un club à botter les culs, vous faites botter les fesses, il ne faut pas vous étonner. C'est normal. On reçoit ce qu'on distribue dans les endroits où on va. Moi, je ne vais pas à la télévision. Alors vous faites les complices de cette canaille, de ces gens sordides, répugnants, de ces petits pédés, de ces petits camés, de ces petites putasses de l'intelligentsia parisienne. Et après vous vous étonnez d'être traités comme des chiens, mais c'est bien fait pour vous. Enfin. Non, j'ai pas raison. C'est les mots qui vous plaisent pas? Non, non, c'est pas les mots, c'est pas des mots, c'est pas les mots. Non, 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 non. J'adore ça. Alors voilà. Maintenant, Madame Lebranchu est ministre de la Justice. Alors, attendez, sur Madame Lebranchu, c'était pour elle que je voulais parler. Un auditeur vous dit, Serge de Beckett, je vous racontais n'importe quoi. Madame Lebranchu n'est pas plus communiste que vous êtes ecclésiastique. Non, mais ça, elle est inscrite au PS. Ah. Elle est PS. Elle est inscrite au PS. Moi, je ne sais pas. J'ai toujours pensé qu'elle était communiste. Elle a une tête d'être communiste. Je n'ai pas d'opinion sur la question. Elle est marxiste, disons. Tout à fait méritoire. Je ne vais pas employer le mot héroïque, mais ça ressemble quand même un peu à ça. Donc vous avez, à la suite d'une transfusion, vous avez contracté une hépatite C. Une hépatite B et C. Mais la B a disparu et c'est l'hépatite C qui est restée. Une hépatite chronique C. Et donc vous avez été alors officiellement reconnu par... Officiellement, parce que il se trouve qu'en France, on n'a pas accès à nos dossiers. Il faut que ce soit un médecin ou un avocat. Alors déjà ça c'est la première chose intéressante, c'est qu'on passe, moi j'ai entendu dire mais des milliers de fois que tout citoyen a accès aux documents qu'il concerne. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il faut que ce soit un médecin, soit un avocat qui demande l'accès à votre dossier. Et dans mon cas à moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un avocat, puisque j'ai une allocation de survie. Donc quand j'ai atterri à l'hôpital, je dis... à Villejuif, là où je suis suivie, j'ai donné la date de l'opération, le jour où j'ai été transfusée, j'ai reçu 3 poches, et je remercie le Seigneur que je n'ai pas contracté le HIV, c'était en 84, et je n'ai eu que l'hépatite B et C. La B, bon, je l'ai plus, mais j'ai la C et qui me fatigue maintenant, parce que le virus C, quand c'est chronique, les 10 premières années, il ne fait absolument rien. C'est après. Et moi, j'ai commencé à sentir les dégâts de l'hépatite C, parce qu'au départ, les médecins ne voulaient pas faire une liaison. J'ai fait une maladie de base d'eau, une algoneurodystrophie, puis c'est la polyarthrose. Depuis une année, c'est une pluritendinite. Tous les tendons sont inflammés. Les neurones musculaires sont atteints, c'est-à-dire il y a des moments où je me réveille, je voudrais marcher, je n'arrive pas, il y a un muscle qui ne répond plus, il y a un membre qui ne répond plus, je traîne, j'ai des béquilles, je ne peux plus les utiliser. On vient de me retirer la thyroïde totalement, et je dois vivre avec un médicament. Et maintenant, il y a une périarthrite qui s'est installée aux hanches. Alors, je vous dis, pas l'arthrose, la douleur de l'arthrose n'est rien devant la douleur que je sens. Et je ne peux pas prendre des médicaments de paracétamol à cause de mon foie, parce que j'ai une stéatose hépatique, en plus de l'hépatite qui est en activité dans le sérum. Et je dois faire une biopsie pour la 3e fois, et je vais commencer mon traitement en début d'année. Alors ça, c'est le résultat... On l'a dit. De la transfusion. Une transfusion que vous aviez reçue en quelle année? En 84. 84, donc c'est en plein pendant la période des transfusions contaminées. Voilà. Donc vous faites partie des victimes du sang contaminé. Victimes, je trouve que ce n'est pas normal en France, le pays de droits de l'homme, que les coupables, je dis bien coupables, parce que quand on est responsable,
on est chef du gouvernement, et là je vise Monsieur Fabius, que le gouvernement de la gauche crée un tribunal spécial pour étudier le dossier, le procès. Et en fait, c'était pour le blanchir. Je pose une question à Monsieur Jospin. S'il ne s'appelait pas Monsieur Fabius, et s'il n'était pas de la gauche, est-ce qu'il se comportera de la même façon? Alors, ça c'est une question que vous posez, on va attendre la réponse de Jospin, je serais bien surpris de l'avoir. J'assume, sûr. Parce qu'on peut me coller n'importe étiquette. Oui. S'il ne s'appelait pas Fabius, et s'il n'était pas socialiste, est-ce qu'on aura un tribunal spécial? Et je pense que le pays de droit de l'homme, la loi est au-dessus de tout. Mais alors, après ça, on nous a également raconté que, ça y est, maintenant, toutes les dispositions étaient prises pour que les contaminés transfusionnels soient pris en charge totalement. Que, ce n'est pas vrai. Bon, alors, racontez-nous ce qui vous est n'est pas vrai. Je me bats au niveau de la Cotorep parce que les médecins souhaitent que je sois en invalidité, puisque je n'arrive plus à travailler. Surtout, j'ai oublié de vous signaler, donc la Cotorep, c'est un organisme. Je souffre aussi d'une asthénie intense. Et vous, tout à l'heure, vous m'avez dit, vous prenez la chose. Vous savez, si c'était pas je suis une convertie. Si c'était pas ma foi en Jésus, mon Jésus, pour moi, c'est mon Prozac. C'est lui. Oui, vous allez rigoler. Non, c'est une jolie formule. C'est mon Prozac. C'est lui qui m'a... Ma batterie, chaque jour, elle est à plat à cause de cette maladie. Et c'est lui qui me ralimente, si vous voulez. Ouais. Hein? Eh ben, je me suis battue au niveau de la Cotorep. Voilà, 4 ans. Donc la Cotorep, c'est un organisme qui prend en charge puisque je suis venue en France il y a 12 ans. En invalidité. Oui, en 12 ans. Et à partir de 94, j'ai commencé, si vous voulez, à sentir. Je ne pouvais plus travailler. Quel employeur va avoir quelqu'un? Parce que l'asthénie, vous savez, on dort normalement, le matin on se réveille, on ne peut pas bouger du lit. Ouais. Je mets 3 heures pour me décoller du lit. Ouais. Je ne peux pas, je suis fatiguée, je ne peux pas ouvrir un robinet, mes muscles ne répondent plus. Hein. Eh bien, grâce à mon acharnement, et ça je répète la phrase qui m'a été dite par une responsable à la Cotorep, j'ai réussi à avoir un taux en dessous de 79%. Et là, j'attire l'attention des citoyens que la Cotorep fait tout pour ne pas reconnaître à 80% le taux d'invalidité aux victimes de transfusion. Pourquoi? Parce qu'à partir du 80%, on peut prétendre un dédommagement. Donc il ne faut pas alourdir le cas du dossier et de Fabius, si vous voulez, une responsabilité de la gauche. J'ai fait un recours. Donc là, on m'a dit, vous avez épuisé tous les recours et demain, je dépose un dossier dans un autre organisme qui est un organisme qui s'appelle organisme du contentieux et de l'incapacité, qui dépend de la DAS, et on va voir. Mais je suis là pour attirer l'attention, parce que, et je remercie Radio Courtoisie qui m'a donné cette possibilité de parler. J'ai essayé d'attirer l'attention de différents médias, mais jamais on a voulu m'écouter. C'est que Martine Aubry, avant de partir à Lille, elle a retiré le CMU. C'est-à-dire la couverture maladie universelle. Oui. À partir du 1er novembre, il va falloir que je cotise auprès d'une mutuelle pour payer de ma poche, pour couvrir mes frais médicaux. Alors qu'il y a des maladies qui se sont greffées suite à cette contamination. Et là, j'ai le rapport, vous pouvez le lire, le rapport de l'hépatologue. Oui, vous me l'avez montré. Voilà. Mais vous avez été, donc la CMU vous a été supprimée parce que vous avez des revenus trop importants. Trop importants. Et j'ai là le document de la sécurité sociale, le refus. Ils me disent, vous avez au-dessus de 3 500 francs, parce que notre Martine Aubry, ce qu'elle n'a pas dit au peuple, c'est qu'elle compte la location de logement. J'ai 4 986, je détaille, j'ai 3 576 francs de l'AAH. C'est-à-dire l'allocation d'adultes handicapés, et j'ai 1400 et quelques monnaies de logement. Au total, ça fait un peu moins de 5 000 francs. Oui, mais c'est 3 576 francs. J'entends bien. Oui.
Donc, pour elle, j'ai un plus. C'est ça. Voilà. J'espère quand même que vous faites pas trop la foire, parce que avec tout cet argent là, vous savez, aux impôts, vous savez, les impôts, ils laissent personne filer. J'inscris tout ça sur ma feuille d'impôt. Je suis considérée non imposable. Il me dit c'est 0 francs. Non, oui, j'ai vu ça. En plus, vous payez pas d'impôts et vous plaignez. Vous gagnez presque combien vous dites par mois? Mais vous savez, j'aurais souhaité presque avoir 5 000 francs. Monsieur, vous payez pas je vais d'impôts. vous dire une chose. Et vous plaignez? On m'a volé ma santé. On m'a volé ma Non, mais je santé. plaisante, bien sûr, mais je veux dire, Ce n'est que le début du chemin de croix, je ne sais pas. Parce que c'est pour ça que je vous ai demandé de venir ce soir, parce que je trouve votre affaire, elle n'est pas unique. Vous représentez je ne suis pas des la centaines seule. de gens qui sont comme vous. Je ne suis pas la seule et aucune association n'a bougé. Aucun média. Les médias sont là. Ils étaient là pour faire la propagande au mois de janvier, comme quoi le gouvernement de la gauche pense aux plus démunis. Ils ont fait de la précarité leur cheval de bataille. Quand vous les voyez sur les plateaux de télévision parler, vous savez, tous ces gens-là, ils détrônent Saint-Vincent-de-Paul. Et les sœurs de la charité, il leur manque que la soutane, croyez-moi. Mais est-ce que... Non, ils font de la charité, de l'argent de l'État. Mais pas de leur poche. C'est ça, exactement. Et encore. Et là, le 1er mois novembre, jour où je n'aurai plus le droit d'accéder à mes soins, je vais entamer ma grève de la faim. Ça va peut-être pas vous faire beaucoup de bien, ça. Non, bien, pensez-vous, avec mon foie, non. Ah oui, justement. Je me pas une très bonne idée. Non, mais je m'installerai dans un coin bien symbolique pour attirer l'attention des citoyens sur le mensonge et la langue du bois de la gauche qui nous gouverne. Voilà, donc aujourd'hui, vous pouvez vivre dans l'état d'un individu empoisonné par l'incurrence, par l'incurie et l'incompétence des gens de l'État. Et il n'y a pas d'autre mot, on vous pinaille pour quelques centaines de francs. On vous dit, ah non, vous êtes trop riche, vous comprenez, il faut payer vos médicaments. Voilà, toute l'hypocrisie de cette gauche. C'est même pas la gauche caviar, c'est la gauche gros fric, la gauche corrompue, la gauche des affaires, la gauche des pots de vin, etc. Elle est là-dedans. La gauche, attention, quand je parle de la gauche, comme disait Sacha Guitry, j'embrasse aussi la droite. Hein, parce que, alors vraiment, que ce soit les bandes de Chirac, les bandes de l'UDF, de RPR, c'est tout la même chose. Ces gens sont des hypocrites. Voilà. Vous permettez? Vous savez, Jospin, combien il nous a augmenté l'allocation le 1er janvier 2000? L'allocation d'adultes handicapés, 1,20 franc par jour. Ah, non, 1,20 franc, 36 francs par mois. N'en abusez pas quand même. Alors que quand on donne un conseil, c'est à 600 000 francs. Quand on détourne l'argent et qui atterrit sur d'autres comptes dans d'autres pays. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Voilà, vous savez que dans une semaine, c'est Halloween. Vous savez ce que c'est Halloween? J'ai horreur de ça. Ouais, alors, je voudrais Je publie dans le prochain numéro du Libre Journal un petit papier qui raconte comment la marque de bar chocolaté hyper alimentaire, vous savez, qui transforme les enfants en baudruches surgonflés, qui s'appelle Mars. Mars? Un coup de bar, Mars, et ça repart direction les clubs d'amaigrissement. Gymnasium. Alors, cette marque commercialise différents produits et elle vient de lancer une campagne à l'occasion d'Halloween. Halloween, c'est une fête satanique, tout simplement, qui a été imposée en France par des gens dont je ne dirai pas le nom parce que j'ai pas envie d'avoir encore des accidents techniques. Donc c'est une marque qui a été imposée par ces gens-là pour tout simplement pourrir la vie des catholiques dans ce pays. Donc si vous voulez savoir d'où ça vient, c'est quand même pas très très compliqué. C'est les loges maçonniques probablement. Non, il faut pas le dire. Pas parler des loges maçonniques, même ça on n'a pas le droit de le dire. Bon, alors on peut plus. Donc je ne dis plus rien. Alors en tout cas cette marque, cette fête vous permet de voir maintenant partout, mais absolument partout, y compris dans le bureau de poste du 10e arrondissement. Je ne sais pas si c'est encore là cette année, mais l'autre jour, l'année dernière, ils avaient installé une guérite. C'est bien d'ailleurs, c'est une bonne idée dans le 10e arrondissement, qui est un des grands quartiers juifs de Paris. Ils avaient installé une guérite avec à l'intérieur un squelette et sur la guérite, il y avait marqué « Ici commencent les portes de la mort ».
ici commence la maison de la mort, pousser la porte de l'enfer. Alors, tous les vieux juifs qui venaient pour faire leur papier à la poste, aller voir la postière en disant, dites donc, vous croyez pas que c'est un petit peu quand même exagéré ce que vous nous faites? Là, vous savez ce que ça veut dire, les portes de l'enfer et la maison des morts et tout. Alors, ils ont fini par leur tirer parce que la receveuse des postes en avait marre de se faire épingler. Ouais. Mais bon, ça recommence tous les ans, bien sûr. Alors là, donc, mars, ils ont lancé une opération à destination des enfants. Alors, voilà le document qu'on trouve sur les emballages. Au verso, collectionne les 6 cartes de démons officiels que tu trouveras dans tes sachets de confiserie chocolatée préférés. 6 bonnes raisons pour dévoiler ton côté démon. Le savais-tu? À la fête d'Halloween, tous les monstres et les lutins réclament des confiseries à leurs voisins. Si ces derniers refusent, ils leur jettent de mauvais sorts. À ton tour, confectionne, c'est destiné à des gosses de 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Quoi. À ton tour, confectionne un déguisement effrayant. Colle ta photo dans le cadre, inscris tes noms, alors écoutez bien ça, inscris tes noms, prénoms, surnom démoniaque, applique ta signature d'enfer, te voilà démon officiel 2000, prêt pour ta collecte de confisailles. Alors en recto on lit, carte de démon officiel 2000, je fais partie des démons de la fête d'Halloween et je m'engage à faire et à dire plein de choses monstrueuses. Nom, prénom, surnom démoniaque, signature d'enfer, lu et approuvé par le maître des démons, Lucifer. Voilà. Parle le langage des horreurs pour réussir ta collection de confisailles. Nous voilà maintenant le 31 octobre, au jour de la fête d'Halloween. C'est le moment de partir à la collecte de confisailles. Maintenant que tu es démon officiel, c'est facile. Apprends le langage des horreurs et dévoile ton côté démon. Suivent 4 formules incantatoires, en vieux français. Voilà. Alors il y a nos excellents amis de l'UNEC qui se sont intéressés à cette affaire, et puis nos autres excellents amis du chœur Montjoie, et il y a un des chanteurs du chœur Montjoie qui a écrit à Monsieur Barbier, directeur général de la... Vous pouvez noter l'adresse si vous voulez envoyer de vos nouvelles à ce Monsieur Barbier, directeur général de la société Mars Alimentaire, 3 chemin de la Sandlach, SANDLAC, H, 67 500 Haguenau, HAGUENAU. Alors, il lui a envoyé une lettre en lui disant, écoutez, je trouve quand même que vous poussez un petit peu mes mères dans les orties. Alors, Monsieur Barbier lui a répondu, ou non, c'est Yvette Schmidt, directrice des relations extérieures, qui a répondu, Monsieur, nous vous remercions d'avoir bien voulu nous faire part de vos réactions à l'égard de la campagne Halloween qui vient de voir le jour. Nous sommes profondément désolés de vous avoir choqué. Tu parles, ils en ont strictement rien à foutre. Car nous n'avions d'autre intention que celle de participer à une fête de plus en plus populaire en Europe comme aux États-Unis. Alors ça, entre parenthèses, c'est un mensonge, parce que aux États-Unis, Halloween est en train de se casser la figure. Pourquoi? C'est en train de disparaître, parce que vous savez que ça consiste pour les enfants américains, dans les villes américaines, où les habitudes sont évidemment très très différentes de ce qu'elles sont en France, à se mettre des déguisements et à se balader en petits groupes, de maison en maison, en disant trick or trick, c'est-à-dire tu me donnes des bonbons ou je te fais une farce, aux gens quand ils ouvrent. Alors si on leur donne des bonbons, ils chantent une petite chanson et ils s'en vont, et si on leur donne pas de bonbons, ils jettent, enfin ils font une simagrée quelconque. Oui. Et ça allait très bien jusqu'à il y a quelques années. Et puis il y a quelques années, comme le monde est devenu fou, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, il a commencé à avoir des agressions, des enlèvements d'enfants, des viols, des assassinats et tout. Alors les parents sont de moins en moins enchantés de voir leurs gosses aller se balader la nuit d'Halloween pour faire des tricks and tricks dans les rues. Donc cette dame qui n'est pas au courant dit Halloween que c'est une fête de plus en plus populaire en Europe comme aux États-Unis. C'est pas parler français, madame, ça. Enfin bref. Halloween, ajoute-t-elle, est avant tout une occasion de s'amuser et de tourner en dérision diables, sorcières, fantômes et vampires. C'est cet événement très ponctuel que nous avons souhaité partager avec ceux qui choisissent nos produits, sans intention aucune d'encourager des comportements que, tout comme vous, nous réprouvons. Notre entreprise s'est toujours montrée extrêmement attentive au monde de l'enfance, et forcément, ces marchands de bonbons, ils sont bien obligés, et vos remarques ne feront que renforcer notre engagement à cet égard. Nous restons patin couffin, etc. Alors, Mars, c'est un gigantesque consortium de candies, de confiseries américains, qui est dirigé par monsieur, j'ai oublié son prénom d'ailleurs, mais qui s'appelle monsieur Mars. Et toute une famille, d'ailleurs, toute la famille Mars dirige la boîte.
qui est installé dans une seule petite ville aux États-Unis, qui travaille à peu près exclusivement pour la marque en question. Et ils produisent 100 milliards de confiseries par an. 100 milliards par an. C'est phénoménal par an. Non, d'objets de confiserie. Donc, alors en argent, ça représente probablement plus. Et la fortune de la famille Mars est de 20 milliards de dollars. Ils peuvent voir venir. Oui. Hein, ça va. Ils peuvent s'acheter des bonbons aussi. Donc, si vous voulez contribuer à enrichir Monsieur Mars et à faire de vos enfants des serviteurs de Lucifer, les joyeux petits démons, eh bien, vous leur achetez des barres chocolatées Mars, comme ça, on aura des gros petits démons obèses. Hein? Mars, il y a d'autres marques, enfin, qui oui, il font n'y a pas des de Mars. Non, mais il y je veux dire a M&M, les il y a Twix. Twix, il y a également Bounty. Enfin, il y a la liste. Enfin, oui, il y a tout. Mais je ne veux pas leur faire de publicité. Non, c'est pas la peine de faire. C'est pas la peine. Voilà. Je signale d'ailleurs que le comité protestant évangélique pour la dignité humaine s'est associé à cette protestation et invite à mobiliser les chrétiens dans la prière d'une part, et puis peut-être aussi dans l'écriture à Monsieur Barbier, directeur général de Mars France. Voilà. Eh bien, à la semaine prochaine pour 3 heures, et que Dieu nous garde. Il y a des moments où vous êtes un peu dans la situation qu'on connaît actuellement au Proche-Orient. Oui, vous êtes la cible de l'intifada. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que certains qui prônent l'immigration et la politique immigrationniste dans notre pays, qui sont tout à fait d'accord avec l'islamisation de la France, devraient bien réfléchir à ce qu'ils font. Parce que, je pense, pour être clair, aux organisations juives en France qui sont tout à fait sur cette ligne et qui ne se rendent pas compte que cette politique, cette attitude, eh bien, va créer en France des problèmes dont ils seront sans doute les premières victimes. Non, mais je pense aussi que là, il y a une espèce de raisonnement qui leur fait dire qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'eux qui en prennent plein la pipe là-bas, et que si on pouvait connaître le même sort en France, ça éveillerait peut-être les Français à la douloureuse situation des Israéliens en Palestine. C'est un bon calcul, ça, finalement. Enfin, ça, je pense que de toute façon, cette politique migratoire est une politique absolument suicidaire, puisque c'est l'importation de tous les conflits du monde sur notre sol. Et une fois de plus, on en a aujourd'hui la preuve. Avec une différence quand même qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est que, sauf erreur de ma part, je ne suis pas très fort en histoire et en géographie, mais je crois me rappeler que les Palestiniens ne sont pas des immigrés en Palestine. Je dis bien sauf erreur de ma part. Hein. Tandis qu'en France, les Arabes sont pas dans la même situation. Enfin, il me semble, hein. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois me rappeler que c'est quelque chose comme ça la différence. En tout cas, vous n'êtes pas venu pour parler de ça précisément, vous êtes venu parce que vous venez publier le programme du MNR, qui est, alors, première nouveauté, il est vendu en kiosque. Oui, le programme du MNR a été imprimé sous forme d'un album, parce que nous non plus, nous ne trouvons pas d'éditeur. Hein. Ça se passe en France, comme l'expliquait une fois Georges Marchais il y a bien longtemps, lorsqu'on l'interrogeait sur la liberté d'édition en URSS, et le journaliste lui demandait est-ce que n'importe qui peut se faire éditer en URSS? Et Marchais répondait oui, bien sûr, à condition de trouver un éditeur. Voilà. C'est ça. Alors, donc maintenant, c'est en France que ça se passe. Voilà, exactement. On est totalement libre en France dès lors qu'on trouve un éditeur. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas. Et puis les questions. Pardon de vous couper. Oui. C'est quelque chose de terrifiant. Ça. C'est terrifiant pour une raison personnelle. C'est-à-dire, si c'était quelqu'un d'autre que Devedjian, ce serait moins normal, parce que de toute façon, c'est pas étonnant d'entendre un type du RPR dire des bêtises. C'est pas nouveau. Vous l'avez connu plus à droite, Devedjian. Mais dans le cas de Devedjian, quand on sait ce qu'il a été. On mesure là la force de déréliction, la force de corruption au sens du pourrissement des idées, des âmes même, que représentent certains groupements. Je pense à la maçonnerie, qui a littéralement tiré Devedjian dans le cul de l'enfer. C'est affolant de voir cet homme qui, il y a 30 ans, avait des idées
magnifique, qui était un nationaliste fervent, qui était un combattant, qui était un résistant, qui était un type courageux, et qui aujourd'hui est devenu cette espèce de personnage gluant, mollasson, qui est toujours d'accord avec tout le monde, et dont le visage suit d'ailleurs l'affaissement des idées. C'est quelque chose de totalement effrayant. Avec des sophismes terribles, parce que il faut voir ce qu'il dit pour justifier cette prise de position, à savoir que les enfants seraient mieux chez les couples homosexuels que dans des maisons à la DAS. Oui, comme s'il n'y avait pas en France un grand nombre de parents ne pouvant avoir d'enfants qui ne souhaitaient pas adopter. C'est justement le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas d'enfants adoptés. On peut aller même un tout petit peu plus loin pour appliquer le mode de réflexion de Vegianesque. C'est-à-dire, le meilleur moyen d'avoir un enfant qui n'est jamais malade, qui n'a jamais mal, qui ne souffre pas, qui n'a pas peur, c'est un enfant mort. Donc ça, on est tranquille, celui-là, il ne souffre pas, il est parfaitement tranquille. Donc effectivement, il faut tuer les enfants à la naissance, voire un petit peu avant, comme ça on est sûr qu'on n'aura aucun problème avec eux. Ils ne seront pas dans des maisons de redressement, dans des orphelinats, ils ne seront pas malheureux. La question de l'adoption par les couples homo ou hétéros ne se posera plus, et il n'y aura plus d'enfants malheureux. Voilà, c'est la pensée de Vegianesque ou de Vegianen. Oui, c'est la pensée du système. C'est la pensée du système. C'est l'augmentation de l'allongement de la durée de l'avortement. La même chose pour les vieux. Les vieux vivent, ils sont malades, ils ont des rhumatismes, ils ont des angoisses avec leur retraite et tout. Il n'y a qu'à les tuer comme ça. On peut le faire poliment, froidement, tranquillement, sans leur faire de mal. Avec les piqûres modernes, ça marche très bien. Il y a même des infirmières à Mantes-la-Jolie qui font ça d'une façon extrêmement habile et radicale. Et tout va bien. Ça, ça fait pas partie du programme du MNR, ça, je pense. C'est pas quelque chose que vous avez été proposé. Donc je termine juste sur Audrey. Audrey dit donc par les miroirs, la femme se vide par ses yeux. Et vraiment, c'est ça, notre époque, on se vide par nos yeux, et on est remplacé. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui, à la fin de sa vie, ses seuls souvenirs, c'est ses souvenirs médiatiques, ou de la même manière que le contenu des conversations privées, c'est essentiellement lié à ce qu'on a vu à la télé ou ce qu'on n'a pas vu à la télé, ou t'as pas vu ci ou t'as pas vu le football ou n'importe quoi, et qu'on a tous un Zidane qui nous trotte dans la cervelle et qui va footballer jusqu'en l'an 17 millions. De la même manière, on a le flot purin de la mélodie mondiale qui s'est déversé dans nos oreilles et qui va nous vomir toute cette chiasse pendant des millions d'années encore. Non mais c'est terrifiant. Mais en même temps que ça introduit... On s'est rempli de merde. On se remplit comme dans Brésil. Dans Brésil, c'était très bien montré. Seulement on les met rempli de merde. Parce que l'émission, par exemple, la manie d'écrire des milliers de livres, de bouquins, de s'étendre, etc. Moi je veux plus écrire, mais c'est une extension. Finalement, c'est comme la chanson, comme les gens qui mettent leur radio à fond la caisse, etc. Ouais. C'est une façon d'étendre le plus mauvais de soi-même vers l'extérieur. C'est-à-dire la bonne éducation aristocratique et militaire, c'est d'être discret, souriant au feu, tel Louis XV à Fontenoy, mais d'avoir du flegme, tenue, s'il vous plaît, etc. Tout y sera, moins l'esprit, cette loi est celle du troupeau. Ça, c'est admirable, il écrivait ça en 1920, c'est la description de la télévision et de Internet. Oui, mais moi, j'ai commencé mon livre sur Beauvoir et Pécuchet parce que eux, ils regardent pas la télé, ils sont très cons et ils n'arrêtent pas de lire. Donc il y a un petit problème. Donc on n'est pas abrité, et ils cherchent, comme tous les gens, à s'informer sur tout, et ils sont convaincus qu'ils ont raison sur tout, Bouvard et Pécuchet. C'est vrai que c'est deux personnages. Oui, c'est extraordinaire. C'est le moderne. Et d'ailleurs, ils commencent par le jardinage. Ils commencent par le jardinage dans leur propriété dès qu'ils ont fait leur héritage. Aujourd'hui, ils vont vers l'ésotérisme, ils s'intéressent aux mathématiques, au tourisme. Ils font du tourisme. Alors là, on est en plein tour. Oui, à tout. Donc c'est exactement comme le nimbus d'aujourd'hui qu'on rencontre et qui a fait 40 expériences. J'étais au monastère de la Grande Chartreuse. Il faut que je le dise parce que ça je l'ai pas dit. Qu'il y a des profanations au monastère de la Grande Chartreuse. Je sais pas si on en a parlé à Courtoisie. Je t'en ai parlé depuis 1 an. Et qu'elles me paraissent revêtir un caractère de très grande gravité. Ouais. Mais bref, donc j'étais au monastère de la Grande Chartreuse et je croise une bonne femme, il n'y a pas d'autre mot, qui me dit, parce que bon, moi j'ai mes entrées au monastère pour des raisons inavouables, et elle me dit, est-ce qu'on peut faire une retraite? Je lui dis, mais enfin madame, on n'est pas à Disneyland.
On se calme. Les gens, ils demandent dans un monastère, tiens, si j'ai passé 3 jours pour take a break in the rush and to change my mood. C'est insupportable, ce tempérament de consommateur de religion. Et le gars, il va dans sa grande surface, entre le flanqué du Dalai Lama, du séminaire affairiste de Ganagogi, de Paco Rabanne et tout ça, et puis il dit hop, je vais jouer là-dessus. Je dirais volontiers que de plus en plus en tout cas dans ma représentation du monde, je crois que ce que l'on écarte habituellement de la politique comme étant des problèmes de société me paraît être le plus important de la politique. Parce qu'au moment où on en est à détruire la famille, par exemple, dont on dit en politique qu'elle est la base, avec raison, qu'elle est la base de la société. Bien, la famille est la base de la société. Et ce qui détruit la famille, c'est un problème de société, c'est-à-dire qui n'intéresse pas les politiques. Or, avec l'égalité des droits proclamés pour les homosexuels, c'est-à-dire égalité des droits au mariage, à l'adoption des enfants, etc. Et autres mesures semblables. On détruit même la base politique, même politico-sociale, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que malgré les distinctions qu'on a introduites, je vois un peu ce qu'elle veut dire. Politique dit en grec ce que social dit en latin. C'est toujours la même. C'est toujours les questions de la convivialité, de la vie en société, des possibilités de vie en société, de sur quoi on fonde la vie en société. Or, aujourd'hui, le dernier bastion qui reste encore un peu d'un ordre naturel, qui reste encore un peu bien en ruine, très largement en ruine, c'est la famille. C'est le dernier. Après ça, il n'y a plus rien. C'est l'état sauvage, c'est l'état tribal. C'est la barbarie classique, complète. C'est l'état tribal. Encore que l'état tribal sauverait davantage de la famille sous des formes brutales et frustes. L'état tribal sauverait peut-être davantage de l'institution familiale que notre régime va en sauver. Je crois que la réflexion que faisait Camille, si j'ai bien compris, c'est très 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 intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a la sanction de la vérification, on voit que les sondages sont justes. On nous dit Bush va gagner par 50,0001% contre 49, etc. Et il semblerait que ça soit en train de se produire. Bon, sous réserve, bien sûr. Mais en revanche, quand on nous dit une chose qui n'est pas vérifiable, c'est par exemple 70% des Français sont contre la peine de mort, alors qu'ils étaient 70% pour il y a 2 ans, ou 80% des Français sont pour l'avortement. En fait, là, le sondage, c'est plus un thermomètre, c'est une piqûre qu'on vous fait, c'est une impulsion. Voilà, c'est une impulsion. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, en général, ça dépend du média qui a commandé le sondage. Oui, mais ça, c'est les instituts de sondage qui font ça pour... c'est normal, pour gagner du fric. Oui, mais il y a un truc qui est comme le média qui a commandé le sondage. C'est le média qui a commandé le sondage. L'exemple type. Bon. Le seul sondage qui soit jamais paru où il y a eu une majorité de Français qui étaient prêts à accorder le droit de vote aux immigrés est paru dans un obscur petit journal consacré à l'immigration qui paraît à Amiens. Le sondage avait dû porter sur 500 personnes. Commandé par un institut, etc. Et après qui a été repris dans toute la presse. Et c'est le seul sondage sur lequel on s'appuie, parce que tous les autres ont toujours dit qu'ils étaient contre, et très très largement. Bon, l'exemple type, c'est il y a eu un sondage qui est paru, je crois c'est dans Tétu ou un journal, qui a dit qu'il y avait une majorité de Français en faveur de l'adoption, pour le Pacs et l'adoption des enfants par les homosexuels, les couples homosexuels. Ce sont des choses totalement non vérifiables. Ce sont des sondages qui paraissent exclusivement dans des journaux qui sont intéressés à avoir une réponse soit positive, soit négative. D'une part, c'est invérifiable, c'est absolument invérifiable, et d'autre part, si je veux dire d'une façon paradoxale, chaque fois qu'on le vérifie, on vérifie le contraire. C'est-à-dire que si vous parlez autour de vous, mais pas seulement aux gens qu'on fréquente par amitié, par sympathie ou par affinité, dans la rue, dans les commerces, dans les taxis, partout, chaque fois qu'on a l'occasion de faire une allusion, de dire quelque chose, d'exprimer une idée qui va à l'encontre de ça. Vous ne pouvez pas, par exemple, parler du Pacs dans le populo sans provoquer une réaction d'hostilité ou un éclat de rire. Moi, j'ai jamais entendu aucun boucher, aucune épicière, aucun boulanger, aucun facteur me dire « moi, je suis pour le Pacs ». Jamais j'ai entendu ça. Je n'entends pour le Pacs que des journalistes, des avocats, des médecins, des gens, quand ils parlent sur les médias d'ailleurs. Parce que les médecins, quand on va les voir
et que vous leur parlez du Pax, ils vous disent, mais c'est alors a fortiori avec la Et ne parlons pas des hommes de loi. Bon, bien sûr. Alors, donc là, on est vraiment en face d'une manipulation. Et c'est intéressant, à mon avis, ça ouvre sur un autre sujet d'actualité. Enfin, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur les élections américaines. On pourrait simplement conclure en disant que la situation est quand même confuse. et pour sauver la démocratie, moi je verrais bien la Serbie bombarder Washington. Ah ben, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être être obligés de le faire, bien sûr, au nom de la démocratie, c'est certain. Parce que... Le fait le plus important de ces derniers jours, c'est le discours de Jospin devant le CRIF, où il a condamné l'armée française pour la torture dans une annexe du seul pays dont la Cour suprême ait reconnu la torture et entériné la torture. Ouais. C'est-à-dire Israël. C'est fabuleux. Et en c'est plus, absolument. Pour moi, c'est vraiment. Et le manque de réaction des médias à cette affaire que je trouve absolument énorme. Et le chien mord rarement son maître. Oui, ça arrive. C'est quand même assez rare. J'en conviens. Mais enfin, ça montre. En tout cas, il y avait là, il n'y avait jamais eu autant de ministres anciens ou présent au gala du CRIF. J'en donne la liste dans Rivarol. Il y avait je ne sais combien de ministres RPR. Vous avez économisé de la place en disant ceux qui n'étaient pas là. Et socialistes. Et que personne, il y avait Madame Alliot-Marie, il y avait Monsieur de Béchian, le Monsieur Tibéri, et que personne n'ait quitté la pièce. D'abord quand le président du CRIF a insulté la France. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'étais absolument... Et ensuite, quand le Premier ministre a tenu ses propos déshonorants, montre où en est tout de même, si on ne le savait pas encore, la droite qui s'intitule républicaine. Ce sont des loufias. Mais quant aux autres, on oublie trop facilement aussi que c'est pas nous. Ce qu'il y a qui n'est pas nouveau, c'est que nous sommes gouvernés par des porteurs de valises du FLN. Oui. Alors qu'ils continuent, quand ils en ont l'occasion, leur combat contre l'armée française. Certes, mais Chirac a joué sur son image de Fanamili aussi, d'officier de blindés pendant la guerre d'Algérie, et Madame Alliot-Marie, qui est la présidente du RP, ou le président du RPR, n'a pas été une porteuse de valises. Or, ces gens ont avalé l'insulte et ont mis leur mouchoir dessus. Oui, c'est vrai. Et j'imagine, pour en revenir... Ceux qui n'en sont pas des porteurs de valises, ce sont des signataires de l'accord d'Évian. Il n'y a qu'une chose qu'on peut finalement, dire. Vous comprenez, ils se rejoignent soit dans le contentement, soit dans la paralysie, enfin de choses semblables. No,
c'est vrai qu'ils sont tous nourris avec des farines animales, mais l'hypothèse retenue, c'est qu'il y a une incapacité de certains organismes, qui sont les organismes herbivores, à assimiler des protéines animales. Rudolf Steiner avait écrit il y a 100 ans un texte que j'ai publié dans le Libre Journal, où il disait... En 22, je crois que c'était plus tôt que ça, mais en 22, donc il y a 78 ans. Il a publié un texte qui disait textuellement, si on nourrit une vache avec de la viande, on la rendra folle. C'est textuel. Et donc il y a longtemps qu'on sait que les herbivores ne peuvent pas manger d'alimentation carnée. En revanche, le porc est omnivore, donc l'alimentation carnée ne le gêne pas. Les poissons sont carnivores, puisqu'ils se nourrissent de poissons, et donc ça ne doit pas gêner. Les poulets, c'est pareil. Alors les seuls, semble-t-il, les seuls animaux qui risquent de développer des encéphalites spongiformes, ce sont les herbivores, qu'on nourrirait avec de la viande, et dans laquelle une protéine se transforme en prion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'est absolument pas prouvé, contrairement à ce qu'on nous serine à longueur de journée, que la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui affecte les êtres humains est la conséquence de l'encéphalite spongiforme bovine qui affecte les bovins. On constate qu'il y a peut-être un lien, mais jamais personne n'a pu prouver quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Sur le fait qu'il y a eu en France, depuis le début de la crise, de la panique, 3 personnes qui ont été affectées par la maladie, dont une est morte. Et on suspecte le prion d'être à l'origine de cette mort, c'est-à-dire l'encéphalite spongiforme bovine d'être à l'origine de ce décès et de ces 3 maladies. Et on suppose que ce sont des gens qui ont consommé de la viande infectée. 3 personnes. Pendant ce temps-là, tous les ans en France, et immédiatement, après l'annonce de cette information, 60% des consommateurs de viande ont arrêté de consommer de la viande rouge de bœuf. 60%. C'est un cataclysme économique. Dans le même temps, il meurt par an sur les routes de France 10 000 personnes en additionnant les morts tout de suite et les morts après 48 heures. 10 000. Est-ce que vous avez entendu dire qu'un seul type ait arrêté d'acheter une voiture? Absolument pas. Il meurt par an probablement 50 à 60 000 personnes par consommation de tabac. Les gens continuent à fumer. Le tabac ne baisse pas de 60%. La vente de l'alcool, alors qu'il y a des dizaines de milliers de morts chaque année à cause de l'alcool, n'a pas baissé du tout, elle continue d'augmenter. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment le peuple le plus intelligent de la Terre peut continuer à se tuer dans sa bagnole, bourré, ce qui lui permet par chance d'échapper au cancer du fumeur, et dans le même temps dire, à partir de maintenant, comment il y a un mort d'encéphalite sur 60 millions d'habitants en 3 ans. Oh là 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 là, mon Dieu, j'arrête de bouffer de la viande. Mais c'est un pays de toqués. Ces gens-là sont des fous. Les Français sont devenus littéralement dingues. Alors, la question à se poser, c'est qui les a rendus fous? Comment les a-t-on rendus fous? Qu'est-ce qui fait que le peuple le plus spirituel de la Terre est devenu d'un seul coup une espèce d'énorme masse de crétins à qui on fait faire n'importe quoi, n'importe comment? On revient à ce que vous exposiez tout à l'heure, Camille. C'est cette histoire de manipulation par les sondages, manipulation par les médias, d'un jour ou l'autre. Un jour, on leur dit, voilà, être homosexuel, c'est très bien, c'est tout à fait normal. Ah bon, c'est normal? Bah oui, c'est normal. Et on fait un sondage, et 70% vous disent, oh oui, c'est tout à fait normal. Vous seriez embêté d'avoir un fils homosexuel? Ah, pas du tout, je serais très contente, disent les mères de famille. Mais on vit dans un monde de fous furieux. Et ce que je dis là, il y a des auditeurs qui disent, qui supportent pas d'entendre ça. Verra ses conclusions acceptées. Mais nous sommes poursuivis par le MRAP qui se proclame victime pour diffamation raciale envers la communauté juive. Alors, nous avions écrit, c'est la phrase qui est retenue, il est quand même à propos des 25 ans de la loi sur l'avortement. Il est quand même frappant que toutes les lois et propositions de démantèlement de la famille portent le nom de membres de la communauté, de la loi Naquet sur le divorce aux lois Neuwirth en passant par le rapport Nizan. Voilà la phrase qui donne lieu à diffamation raciale. D'où j'en déduis que pour le MRAP, il est préférable de crier mort aux juifs. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que... Donc le MRAP, dont la vitrine a été à 2 reprises vandalisée par le bêtard, essaye de se refaire une virginité sur notre dos.
Je vous remercie de nous avoir écoutés si longuement. Je vous souhaite une bonne semaine. À mercredi prochain. Que Dieu nous garde. Monsieur de Beketch, mercredi 8 novembre, au cours de votre émission, lorsque vous traitiez du problème de la vache folle, vous avez traité d'abrutis d'abord le chef de l'État et ensuite les Français. J'ai trouvé l'attaque vraiment trop brutale. Il me semble que le journaliste que vous êtes doit trouver sans grande difficulté quelques termes qui, sans heurter vos auditeurs, affirmeront aussi bien votre façon de voir les événements. Après tout, nous écoutons Radio Courtoisie. Laissons l'agressivité aux autres, c'est peut-être une façon de se faire entendre. Dans mon dictionnaire, abruti égale stupide et incapable de comprendre de quoi vous donnez les complexes. Alors, sur ce point, je dois dire que d'abord, j'ai déjà expliqué que la courtoisie, pour moi, c'était pas la politesse des salons. La courtoisie, c'est la façon dont j'entends le mot courtois dans Radio Courtoisie, c'est au sens médiéval de chevaleresque. Voilà. Donc la courtoisie, c'est pas toujours la politesse. On se file aussi des coups de colichemard avec courtoisie. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Oui. D'ailleurs, ça m'indiffère profondément. Je vous dis ma position. J'ai plus le droit de faire des grimaces à la radio. Pas de grimaces surtout à la radio. Alors, surtout les grimaces à la radio. D'ailleurs, les Français ont souvent voté pour De Gaulle, qui les traitait de veaux avec assiduité tout de même. Il n'aurait pas voulu. D'autre part, je dois dire que mon jugement, aussi bien sur le chef de l'État, à supposer d'ailleurs qu'il y ait un chef et à supposer qu'il y ait encore un État, ce qui reste à prouver, donc mon jugement sur le chef de l'État n'a pas évolué du tout favorablement. Je pense réellement ce que j'ai dit et je pense même que le mot est un peu faible, vous voyez. Il ne remplit pas totalement la case du personnage. Il y a beaucoup plus grave que ça. Il y a beaucoup plus grave. Bon, le fait d'être un imbécile, c'est physiologique. Ça se soigne ou ça se soigne pas, c'est selon. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus graves, sur lesquelles je ne m'étendrai pas pour l'instant. Quant aux Français, parce que quand on voit les résultats des élections et quand on voit, par exemple, le comportement des Français, je ne dis pas de tous les Français, mais de l'immense majorité des Français, en face de la question qui nous occupe, enfin, dont on veut nous faire croire qu'elle nous occupe aujourd'hui, qui est la question de la fameuse vache folle, c'est vraiment à se taper derrière contre la suspension. Est-ce que vous vous rendez compte, je répète ce que je disais la dernière fois, est-ce que vous vous rendez compte que parce qu'on a supposé que 3 morts étaient intervenus consécutivement à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont on pense qu'elle pourrait être la conséquence de l'absorption de viande à prions qui pourrait éventuellement provenir de vaches atteintes d'encéphalite spongiforme bovine, à cause de ça, le commerce de la viande en France s'est effondré. Il y a 60% du commerce de la viande qui a disparu. Et dans le même temps, les gens qui vous disent, c'est hallucinant, les gens qui vous disent, je ne mange plus de viande, ils vont au bistrot, ils boivent 2 cognacs, ils fument un paquet de cigarettes, et ensuite ils prennent leur bagnole pour aller faire du 150 sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'ils ont
dans un cas, un risque de mourir sur 20 millions. Hein, et dans les autres cas, c'est un risque sur 6 000. Il y a en France 150 000 personnes, j'ai vérifié le chiffre dans Quid, 150 000 personnes qui meurent tous les ans d'alcoolisme ou de tabagisme. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage une seule personne qui a arrêté de boire de l'alcool ou arrêté de fumer parce qu'il avait découvert soudain que c'était peut-être un petit peu plus dangereux que la maladie de la vache folle? Donc je pense qu'un pays qui est capable d'absorber n'importe quel calembrodène de cette façon-là, c'est un pays d'abrutis. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je ne peux pas dire le contraire, je le pense. Quand j'entends la radio dire l'autre jour, il va y avoir une tempête, ne sortez pas, etc. Et quand tous les gens se calfeutrer chez eux en disant, téléphoner en disant, écoute, on ne viendra pas dîner ce soir parce qu'on ne veut pas prendre la voiture, il paraît qu'il va y avoir une tempête. Et effectivement, il y a eu du vent, ce qui au mois de novembre est quand même moyennant étonnant. Hein, il a plu, il y a eu du vent. Stupeur effarée du peuple français qui se dit, s'il se met à pleuvoir et à faire du vent en novembre, où va-t-on? Il y a peut-être même la neige en janvier, il va savoir, tout est possible maintenant dans ce pays. Enfin, vraiment, il faut réagir contre cet abrutissement. C'est pas possible de se laisser entraîner dans cette espèce de... Je voulais pas que je dise abruti, je dirais de conneries ambiantes généralisées. Hein, où on vous tient des propos. Par exemple, je lisais tout à l'heure, je crois que c'est dans Présent, quelque chose qui est renversant. Il y a un magistrat qui explique que, oui, je crois que c'est là, qui explique que voilà, le bâtonnier de Paris, le bâtonnier de Paris lance une pétition contre la peine de mort aux États-Unis. Pourquoi il lance une pétition contre la peine de mort? Alors il le dit. C'est dans Présent, hein, parce que la peine de mort est une négation de l'individu qui est par essence en devenir. Bon, par essence en devenir, ça c'est le langage de bâtonnier. Moi j'ai connu une époque où les bâtonniers parlaient français, mais apparemment ça a changé. Mais le bébé qui est dans le ventre de sa mère, c'est pas un individu qui est par essence en devenir, celui-là. On en tue 250 000 par an. En France, aux États-Unis, je sais pas combien, probablement 5 fois plus. Ça tout le monde s'en fout. Mais alors le type qui a massacré une famille entière, violer une petite fille qu'il a égorgée et tout, alors lui, qu'on le base à la chaise électrique ou à la friteuse ou à la chambre à gaz, alors là, abomination de la désolation, parce que c'est un individu en devenir. Effectivement, pour l'instant, il est assassin, et il est probablement en devenir comment on appelle ça, un serial killer. Voilà, oui. Et il y a quand même un certain nombre d'États du Sud qui sont contre l'avortement, et ce sont les mêmes qui sont pour la peine de mort pour les crapules, quand même. Il y a une logique là-dedans. Il y a une logique là-dedans, effectivement. À propos des États du vote présidentiel américain, moi je me remets pas, je pense que je vais faire une démonstration de rire à force, parce que c'est trop, ça c'est trop. Ce pays qui donne des leçons au monde entier, hein, qui prétend aller contrôler les élections au Kamtchatka, en Côte d'Ivoire, tout, qui est pas foutu de savoir combien de gens ont voté pour l'un ou pour l'autre, en faisant des petits trous dans des cartes. Et le pire, c'est que ces gens sont pas capables de faire les trous dans les cases en face des noms. C'est-à-dire qu'on leur dit, si vous voulez voter Gore, vous mettez un trou en face de Gore, si vous voulez voter Bush, vous mettez un trou en face de Bush, et qui font le trou de telle façon que personne n'est capable de savoir pour qui ils ont voulu voter. Si vous voulez, quand je dis que les Français sont des abrutis, il va falloir que je trouve mon dictionnaire de synonymes pour définir les Américains. Parce que, enfin, c'est ahurissant. Eh bien, on vit dans un monde de total abrutissement, c'est-à-dire que tout le monde avale n'importe quel calembrodène, marche sans réagir dans n'importe quel truc. Je prends Le Monde, par exemple, de ce soir, et je vois ce titre renversant: les femmes sont l'avenir de l'armée de terre française. Non mais est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce que sont les femmes? L'avenir de l'armée de terre française. C'est ça les femmes en 2000? L'avenir de la femme, c'est d'être dans l'armée de terre. L'avenir de l'armée de terre, c'est d'être un truc de femme. Mais on est devenu un pays mais d'un verti complet, enfin. Moi, j'appartiens à une civilisation où c'est les hommes qui font la guerre et les femmes qui gardent les enfants, qui font les enfants. Mais bientôt, vous allez voir que c'est les hommes qui vont être obligés de faire les enfants. D'ailleurs, les homosexuels demandent à pouvoir les adopter. Et les femmes veulent aller faire la guerre. Mais c'est un pays de fous, c'est pas un pays d'abrutis. C'est bien plus grave que ça. Voilà, et puis à propos de la presse, je voulais vous dire que si vous passez à côté d'une poubelle dans laquelle vous trouvez le canard enchaîné, prélevez-le, parce qu'il faut lire en page 5, il y a un papier qui montre où on en est rendu, si j'ose dire. Je ne peux pas même vous dire le contenu, parce que je sais qu'il y a des enfants et des dames bien qui écoutent cette émission, malgré tout, mais vraiment, quand on voit à quoi un journal est capable de consacrer près d'une demi-page
sur l'utilisation de certains matériaux de protection dans certains lieux fréquentés par certaines personnes, il y a quand même 4 colonnes sur pratiquement, enfin pas une demi-page, disons un tiers de page, qui explique que vraiment c'est épouvantable de prendre des risques pareils avec des détails cliniques. Je suis ahuri qu'on puisse imprimer des trucs comme ça. Je pense vraiment que ce pays est devenu fou. Je dis bien ce pays, pas notre pays, parce que notre pays n'est pas devenu fou, mais celui-là, ce pays-là, il est devenu complètement dingo. Voilà, donc je suis désolé d'utiliser des mots parfois un peu violents, mais dans la situation violente. Voilà, situation violente, mot violent. Mais au départ, quand il a cette démarche, donc il y a un moment où il dit, effectivement, ce dysfonctionnement de la cellule, cette aberration cellulaire, on peut l'empêcher de se manifester, on peut la corriger, on peut bloquer, on peut la bloquer. Par telle et telle action chimique, enfin par des produits naturels. Et quand il apporte ce résultat, quand il publie ça, normalement... il fait un rapport, il écrit à l'Institut Pasteur en disant « j'ai des résultats qui me permettent de faire ceci, de faire cela ». Il n'y a pas eu de réponse et puis il a... Mais pourquoi alors, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça venait de lui et que ça venait de quelqu'un. D'abord, je pense que ça ne les intéresse pas de trouver des produits qui guérissent. Et deuxièmement, parce que ça venait de... C'est énorme ce que vous dites quand même. Mais absolument, mais vous savez que c'est pas la bonne santé qui rapporte de l'argent au laboratoire pharmaceutique, c'est la maladie. Donc on soigne le symptôme, on ne veut pas guérir les gens. J'entends bien, mais c'est la consommation médicamenteuse qui est importante. Oui, si vous guérissez quelque chose, quelqu'un, au bout d'un certain temps, il prend plus de médicaments, il ne rapporte plus rien. Je le comprends pour un laboratoire. C'est la fameuse histoire du vaccin contre les caries dentaires. Oui. Alors, Jean-Paul. Oui, eh bien, il y a quand même, on a vu le scandale de l'ARC, on a pu voir combien de milliards circulaient. Il y a des milliards qui sont encaissés par des gens dont le métier est de chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un trouve? Oui, non, pas ce... C'est vrai que c'est embêtant. C'est une catastrophe. Ça remet aussi en question leur efficacité. Je pense que ça dépend aussi qui trouve. J'ai un tout petit exemple que je trouve amusant. Par exemple, Mirko a mis au point les RLB. Ce sont des molécules, maintenant ça s'appelle Rialbult dans le commerce, puisque c'est commercialisé aux États-Unis. Ce sont des molécules qui permettent de restaurer l'immunité des malades qui ont subi une chimiothérapie ou une radiothérapie. Faire remonter le globule blanc et les plaquettes. À l'époque, nous avons eu un contrat avec l'Institut Mérieux, avant qu'il fusionne avec l'Institut Pasteur. Il y a une lettre du numéro 1 de la pharmacie qui donne à Mérieux l'autorisation de distribuer aux médecins qui en font la demande ce produit-là. Quand nous avons fait la distribution, alors que c'est nous qui avions appris à Mérieux comment fabriquer, etc., on nous tombe dessus en disant c'est un scandale, vous vous permettez de, etc. Tout dépend qui trouve, tout dépend qui distribue, si on appartient au réseau, pas au réseau, si on est manipulable, si on peut faire de vous un petit soldat pour telle cause ou telle autre cause. Mirko était un homme libre et indépendant et ça c'est plus admis en France et surtout dans la recherche. Alors on va venir tout à l'heure à l'affaire, ce qu'on a appelé l'affaire Beljanski, dans ses développements les plus récents. Mais je voudrais vous reposer une question que je vous ai déjà posée ici, mais je pense qu'il y a de nouveaux auditeurs qui doivent se demander la même chose. J'imagine que quand le professeur Beljanski, professeur en pharmacie, non, en sciences biologiques, docteur et sciences d'État. Voilà. Donc quand il a fait ses directeur de recherche, ses trouvailles, ses découvertes, qu'il a commencé à publier, on a dû lui faire des propositions pour partir dans les laboratoires étrangers ou pour... Oui, il a eu souvent des propositions pour avoir des postes intéressants en Amérique, mais Mirko était venu à l'âge de 22 ans en France. Il avait fait toutes ses études en France, il s'était naturalisé et on peut dire qu'il avait épousé avec beaucoup d'enthousiasme la France qu'il imaginait être un pays de droit, un pays de liberté. Moi, il m'avait dit un jour, j'ai été payé toute ma vie par l'argent des contribuables français pour des bourses, pour ci, etc., etc. Je dois, par honnêteté, le fruit de mon travail aux gens qui m'ont payé toute ma vie. C'est quand même quelque chose de noble, ça. Et encore un point important, c'est que les produits n'ont jamais été interdits
interdit en France. Même la juge dit par le décret d'interdiction de je ne sais plus quelle date, il n'y a jamais eu de décret d'interdiction. Et j'ai au journal et ça, officiel c'est encore un mensonge du système. Il y a tellement de mensonges du système qu'on passerait sa vie à les démentir. Il faudrait peut-être, Serge, en 3 mots, quand même résumer ces 4 produits, là, peut-être dire simplement que le fruit des recherches de Mirko Beljanski ont abouti concrètement à un antiviral et anticancéreux qui s'appelle le PAOV. Donc tout ce qui est maladie, antivirus à ARN, à ADN simple chaîne, ça marche, les cancers, les virus, etc. Bon, le Revolvé qui est un produit qui est un anticancéreux qui bloque les métastases, et qui est intéressant puisqu'on peut l'utiliser même dans les problèmes, c'est un régulateur hormonal comme les ménopauses, ou il y a différentes applications. Le Ginkgo V qui est un radioprotecteur, donc on a évoqué, qui protège des fibroses radiques, mais aussi qui a des propriétés cicatrisantes intéressantes, et le Realbuil qui fait remonter les globules blancs et les plaquettes, et qui joue donc un rôle extrêmement important dans l'immunité. Donc nous, notre combat associatif actuellement, c'est de faire savoir qu'il existe bien des anticancéreux, des produits efficaces contre cancer, sida, maladies graves, aux maladies auto-immunes, que ces produits agissent en synergie, je le répète, des traitements conventionnels, et qu'ils suppriment tous les effets secondaires connus, la majeure partie des effets secondaires, les nausées, etc. On a des malades sous chimio, sous radiothérapie qui prennent leur voiture eux-mêmes et qui vont aux soins et qui reviennent. Ouais. Donc il n'y a pas d'hospitalisation, on pourrait réduire le budget de la sécurité sociale d'une manière impressionnante en utilisant les... Mais je dois dire que malgré notre bonne volonté, on a absolument ras-le-bol de la France, et que actuellement on ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe. Je suis désolée d'avoir ici à Radio Courtoisie, qui est une radio qui cherche toujours à défendre les intérêts de la France, mais on a tiré un trait sur la France du point de vue de fabrication ou d'espérance de reconnaissance de ces produits. Il y a eu une telle mauvaise volonté, ils ont été tellement atroces et odieux que finalement, bon, on les oublie. Hein, mais je crois qu'il faudra pas, enfin, c'est pas possible d'en rester là. Il y a bien un moment où il faudra tirer au clair et tirer cette affaire au clair et identifier la mafia, les mafieux, les voyous, les gangsters politiques et financiers. Ça se passe dans les sphères politiques. Alors, dans la procédure fiscale, justement, ce que dit Monique Beljanski, la dernière ligne d'un gros mémoire qui est la clé de voûte de toute la procédure fiscale, il est écrit par un conseiller de Strauss-Kahn que l'État ne peut pas avoir tort et que les arguments de l'association Ciris ne doivent pas être retenus. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je disais, il y a donc des choses intéressantes qui se passent autour de l'avortement. On va passer à 12 semaines le délai. Aux Pays-Bas, il est de 24 semaines. 24 semaines. C'est-à-dire que si on sort l'enfant et qu'on le met dans une couveuse, il est vivant. Voilà. Donc c'est réellement un assassinat. Alors je dis, l'avortement est un assassinat. Les avorteurs sont des assassins et les organisations pro-avortement sont des mafias d'assassins. Voilà, comme ça les choses sont dites, c'est bien clair. Et alors ce qui est très drôle, c'est que quand on dit ça, on est antisémite. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un papier dans Le Monde de Jean-Michel Bezat et Christiane Chambaud qui dit la chose suivante. Alors, les pro-vie sont de retour. Alors, pour une fois, c'est pas les commandos anti-avortement, c'est les pro-vie. Le projet de loi sur l'IVG est une trop belle occasion de sortir de leur confidentialité pour qu'ils ne s'en saisissent pas. Déjà, nous, on fait de la pub. On est contre. C'est pas pour sauver des enfants c'est pour sortir de notre confidentialité. Les plus tièdes adressent des menaces de représailles électorales aux députés. Déjà, c'est mal, hein. On dit aux députés, si vous votez pour l'avortement, comme on est contre, on votera pas pour vous. C'est du chantage, ça s'appelle du chantage. C'est-à-dire ne pas voter pour un député qu'on considère comme complice des assassins, c'est du chantage. Les plus virulents, des lettres d'injures, parfois à fort relent antisémite, comme le professeur Israël Nissan, auteur d'un récent rapport sur l'IVG en France, en a reçu ces derniers mois. Alors ça, c'est le début du papier. Et à la fin du papier, on lit « Reste l'Église catholique, elle ne désarme pas ». Alors ça veut dire qu'il faut être bien clair. Si vous êtes contre l'avortement, et que vous écrivez à un avorteur ou à un défenseur de l'avortement, et qu'il se trouve que ce type est juif, vous êtes forcément antisémite. C'est pas parce que vous êtes contre l'avortement que vous écrivez à ce type. C'est parce que vous êtes antisémite que vous êtes contre l'avortement, et que lui, en tant que juif, ou pas en tant que juif, est pour. Donc si vous êtes contre l'avortement, vous êtes contre lui, et par conséquent, vous êtes antisémite. Mais
Si vous êtes pour l'avortement et que vous dénoncez l'Église comme engagée dans le combat contre l'avortement, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être traité d'antichrétien. Ça n'a rien à voir, car c'est pas l'Église que vous attaquez. C'est les gens qui sont contre l'avortement. Vous voyez, ça c'est du pile-poule, ça s'appelle. Oui. C'est un petit peu délicat. Il faut lire longtemps, il faut s'habituer, il faut bien étudier la question, mais au bout d'un moment, on finit par s'y faire, c'est assez rigolo, vous voyez. En fait, c'est fondé sur des principes assez simples, c'est-à-dire, le principe de base, c'est quand même, donne-moi ta main, je te donnerai l'heure. Hein, en gros, c'est tout découle de ça. Voilà. Les élus ont reçu mardi une savonnette. Alors, écoutez bien la suite, je vais voir la force extraordinaire du politiquement correct. Les élus ont reçu mardi une savonnette bébé Cadom. Utile pour laver leurs mains souillées, mais pas leur conscience, ça c'est entre guillemets, c'est l'association qui dit ça. Colgate-Palmolive, détenteur de la marque, a aussitôt fait savoir aux parlementaires qu'il n'était en rien associé à cette campagne. Le mec se dit, putain, on a un savon qui s'appelle bébé Cadom, pourvu qu'on ne croit pas qu'on est contre l'avortement. Non, on est absolument pour l'avortement, on est le maximum de... Et on le fait savoir aux députés. Bébé Cadom, Colgate-Palmolive est pour l'avortement, puisqu'ils ont fait savoir aux députés qu'ils n'étaient pas contre, qu'ils n'étaient pour rien. Hein, alors on leur achète quelques milliers de savonnettes, et ces cochons-là, au lieu de dire merci, bonne affaire, ils disent non, pour rien. On aurait préféré qu'ils achètent des savons de Marseille, mais les savons de Marseille, c'est pas bébé Cadom. Hein. Et dans la composition du savon, il ne faut pas oublier qu'il peut éventuellement avoir des résidus alors là, c'est autre chose. De crématorium d'avortement. Ouais, absolument, ça on sait bien que ce qu'on fait avec comment on fait le savon, ça fait longtemps qu'on le sait. Donc, alors, Droit de naître a déposé mercredi à l'Assemblée nationale 270 000 cartes d'électeurs avortés, ceux qui ne pourront pas voter en 2018. Alors, je sais pas, c'est pas en français, mais c'est une morale pour robots. Belle efficacité en effet que celle de la torture, qui souille autant ceux qui la pratiquent que ceux qui la subissent. Belle efficacité qui est en passe de déshonorer un drapeau, une œuvre qui se voulait émancipatrice, et quelques gloires militaires chevrotantes à qui on ne demandait rien, sinon de cuver leur honte en silence. C'est étonnant, hein. Dans le Figaro, la signature de monsieur... Qu'est-ce que c'est académicien? Qu'est-ce que Jean-Marie Roy, académicien français. Hein, ouais. Alors je continue, parce que je ne vais pas vous faire grâce d'une seule ligne, c'est trop beau. Donc, et alors, la suite est encore plus belle. Écoutez bien. C'est le Parti communiste qui, le premier, a lancé le pavé dans la mare en demandant dans l'humanité une condamnation solennelle de la torture, puis la constitution d'une commission parlementaire d'enquête. Alors là, je vous invite à lire les bouquins sur la résistance et sur l'épuration. Hein. Le travail des communistes pendant l'épuration, les rapports médicaux de l'époque. Monsieur Marcel Villard, par exemple, ministre communiste de la justice de monsieur De Gaulle. En août 1944, il disait « Désormais, le signe de la justice ne sera plus la balance, mais la mitraillette. » Ça, c'est Plancard qui écrit ça dans le livre-journal. Les rapports médicaux de l'époque indiquent les lieux de détention. Villa Saïd, Drancy, Bicêtre, commissariat, vélodrome d'hiver. Les auteurs, FFI, FTD, milice patriotique ou de la dite force publique. L'état des torturés. Alors là, fermez vos oreilles, ma petite Victoria, parce que ça va vous faire du mal. Brûlure au briquet, bougie allumée dans l'anus, pointe des seins coupés, dents cassées, brûlure électrique dans le vagin, l'anus, de la plante des pieds, coup de barre de fer, section de doigts, arrachage d'ongles, membres déboîtés, lésion de marche ou de reptation sur du verre, brûlure de cigarette pour cautériser les plaies des coups, aspersion d'essence et mise à feu, enfoncement de la boîte crânienne, de la cage thoracique, lésion ménagée cérébrale, lésion de la moelle épinière, lésion de l'œil, le tout agrémenté de viols de femmes et de fillettes promenées nues et le crâne rasé, de torture et de mise à mort. L'amiral Platon a été écartelé entre détracteurs par les communistes espagnols. Le comte Christian de Langeril, père de 5 enfants, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, médaillé de Verdun, volontaire en 1939, à l'âge de 55 ans, monarchiste, parce qu'il était monarchiste, il a été arrêté, il a été mis complètement nu, assis sur la pointe d'une baïonnette, on lui a coupé les pieds, on lui a transpercé les mains, on lui a transpercé le thorax et le dos avec une baïonnette rougie au feu. On l'a ranimé pour verser du pétrole enflammé sur ses plaies, et il a mis 55 jours d'agonie pour mourir. Voilà ce que ces enfoirés de communistes ont fait, et ce que M. Roy ose nous dire après que l'humanité a le premier lancé le pavé dans la mare en dénonçant la torture, mais c'est se foutre de la gueule du monde. C'est honteux de faire des choses pareilles. Dans le Figaro, mais quel scandale, c'est répugnant. Et alors il ajoute que lui, il ne trouve rien de choquant au fait que les communistes aient fait ça. Personnellement, je ne vois dans cette proposition rien de choquant. Après tout, ce parti peut s'être trompé, égaré gravement. Faut-il pour autant lui dénier à jamais le droit d'affirmer des vérités et des principes universels?
qu'on le contredise, s'il se trompe, soit, mais en l'occurrence, non seulement il ne s'est pas trompé, mais il a vu voler à son secours ceux-là même qu'il dénonçait, les généraux Massieu, Ossarès et autres porteurs de sabres. Voilà, et tout le papier est comme ça. C'est une abjection, cet article. C'est insoutenable. Hein. Alors, vous comprenez, moi je veux bien que la presse nationale, la presse de droite, on nous dit toujours vous êtes trop violents, vous êtes des durs, vous êtes... Mais la presse de droite, c'est ça, le Figaro. C'est ça votre presse de droite, c'est ça qui défend la France, qui défend les traditions, qui défend l'honneur de la France. Monsieur Roire de l'Académie française, en plus, il y a quand même un truc qui est un gag fabuleux, c'est que Monsieur Roire, il se déguise en pantin, il se déguise en soldat de bois quand il va à l'Académie française. Hein, il a son petit uniforme vert avec son petit sabre au côté. Il doit être beau comme tout. Il doit être joli comme tout. Est-ce qu'on va en finir avec cette hypocrisie, cette fausse cuterie, cette scandaleuse trahison de tout ce que nous... C'est insoutenable. Tout ce qui fait notre vie, notre civilisation. C'est intolérable de voir un homme comme Roire. Lisez ses mémoires. Vraiment, vous allez voir ce que c'est que ce personnage. Et voler à l'appui des communistes dans une opération qui est strictement une affaire de politique politicienne et de politique étrangère. Parce que, pourquoi en ce moment est-ce qu'on parle tellement de la torture? Pourquoi? Il n'y a aucune raison. D'habitude, quand on lance un sujet, c'est parce que il y a un livre, un film, un type qui meurt. Alors là, un grand tortionnaire ou un grand torturé serait mort. On dirait, bah tiens, c'est le moment de réveiller la question de la torture. Mais la torture à propos de l'Algérie, je vous signale qu'il y a eu, depuis l'indépendance de l'Algérie, 10 000 fois plus de gens morts sous la torture que pendant la guerre d'Algérie. Et j'ai cherché sur Internet, hier, des sites sur la torture en Algérie, et j'en ai trouvé un qui est un recueil formidable de témoignages de gens torturés. Alors, le témoignage de Béchir Smala, le témoignage de Mohamed Bouala, le témoignage d'un tel, le témoignage... Alors, je me jette là-dessus en disant ça, c'est des types, on va voir ce qu'a fait l'armée française en Algérie, je vais voir s'il y a des témoignages sérieux avec des noms, etc. Et je commence à lire, non, c'est pas du tout ça, c'est des gens qui ont été torturés en 1993. Alors, sauf erreur de ma part, en 93, il y a 30 ans qu'on avait foutu le camp. Et ils dénoncent la torture que pratiquent les militaires, les policiers, les gendarmes algériens, contre les Algériens. Mais ce qu'ils racontent, notamment il y a un témoignage où un type raconte comment sa mère a été torturée sous ses yeux par les gendarmes. Ce qu'ils racontent, ça ridiculise ce qu'ont pu faire les soldats français. On parle par exemple de la GIGN. Bon, tous les officiers français qui ont pratiqué les interrogatoires ont eu, je dirais, la curiosité, un peu à la fois normale et un peu bizarre, d'expérimenter la GIGN sur eux. Alors évidemment, ils n'ont jamais prétendu que c'était une partie plaisir. Mais si vous comparez un coup de GIGN avec ce qu'on raconte les Algériens qui ont été torturés en Algérie en 93 par des Algériens, mais moi je réclame la GIGN. Plutôt 2 heures de GIGN que 10 minutes de ce que les Algériens ont fait. Mais vous avez entendu ce qu'a raconté le commandant Guillaume quand il était avec son commando de 5 hommes en pénétration, qu'ils ont assisté au découpage au rasoir des lèvres d'un type... in vivo. Mais vous allez voir, je vais publier j'ai parlé de ça la semaine dernière, je vais publier ce document, parce que je vais vraiment le faire, c'est indispensable. Il y a des photos qui dépassent il faut voir le livre vert que mon père avait eu quand il était à l'ordre des médecins d'Alger, le livre vert à l'ONU en 57, voilà, je crois. Fait, ça sera c'est horrible, quoi. Alors, pourquoi on sort ce truc en ce moment, hein? Pourquoi ce mauvais coup médiatique? Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de fait divers, il n'y a pas de décès de personnalité, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas de parution de livre, il n'y a pas de sortie de film, il n'y a rien. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Lionel Jospin a été invité au dernier dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. Et c'est là qu'il a lancé l'opération. C'est là qu'il a dit, après avoir condamné les débordements antisémites sur le sol français, d'ailleurs sans jamais dire qui étaient les auteurs de ces débordements antisémites, il a dit qu'il fallait dénoncer la torture en Algérie. Et qu'il fallait prendre des mesures pour indemniser en quelque sorte les victimes de la torture en Algérie. Pourquoi il a fait ça à ce moment-là? C'est quand même tout à fait étonnant, cette espèce de choix. Or, moi, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en ce moment, depuis qu'on parle de la torture, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez regarder la télévision, vous pouvez regarder les journaux. La bande de Gaza, c'est terminé, hein. Pas question. On n'en parle plus. Autrement dit, qu'est-ce que ça fait? D'une part, quand les Français disent aujourd'hui ce qui se passe en Palestine est intolérable,
On leur dit, écoutez, vous n'allez pas venir nous pomper l'air avec ce que vous avez fait en Algérie, vous n'allez pas nous donner des leçons à nous avec ce qu'on fait à propos de ce qu'on fait avec les Palestiniens, parce que vous avez fait bien pire. Déjà, comme ça, on est obligé de se taire. Deuxièmement, on dit aux Algériens de France, attendez, vous mettez des cocktails Molotov contre les synagogues, mais c'est pas les Juifs qui vous ont torturé en Algérie, ou qui ont torturé vos pères en Algérie. C'est ces salauds de Français qui ont fait ça. Donc si vous avez des cocktails Molotov en trop, c'est pas sur les synagogues qu'il faut les jeter, c'est sur les Français. Vous, fils de torturés, défendez-vous contre les fils de tortionnaires. Et puis pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, où c'est un véritable génocide qui est en train de se passer. On affame les gens, on leur coupe l'eau, avant de leur couper autre chose, on leur coupe l'électricité, on les terrorise littéralement, on les tue, mais ça personne n'en parle, parce que la France est préoccupée par une seule chose, le débat sur la torture, qui rend tout le monde fou. La meilleure preuve, c'est qu'on voit un papier dans le Figaro qui félicite les communistes du travail qu'ils ont fait pour dénoncer la torture, et qui prétend que la révolution a mis fin à la torture en France. Mais vraiment, moi, écoutez, je sais pas... plus c'est gros, mieux ça passe. Ben voilà. Mais alors, ou c'est moi qui suis complètement fou, ou alors, comme je le dis toutes les semaines, ou c'est ce monde qui est devenu totalement fou. Voilà. Je crois que d'ailleurs que M. Roy va recevoir quelques lettres qui ne sont pas piquées des hannetons. Un ami qui m'a envoyé une copie de la lettre qu'il lui adresse. Je vous garantis que c'est à peine poli. Hein. Quelle est la date du journal? La date du journal, c'est hier, c'est le Figaro d'hier. C'est le Figaro d'hier. Donc on est quoi? On est mercredi, c'est donc le 28. Voilà, je vous en recommande la lecture, mais ne l'achetez pas. Empruntez-le, fouillez dans les poubelles, il doit bien en avoir un exemplaire qui traîne par-ci par-là. Alors, puisqu'on parle de racisme, on va continuer. Vous savez qu'il y a eu une affaire absolument terrible à Dresde et en Italie. Ça va mal le racisme en ce moment. En Italie, il y a un professeur d'université, type très connu, qui a protesté parce qu'il avait été menacé, passé à tabac par des racistes, etc. Il a porté plainte et il y a eu une enquête, ça s'appelle Toledo, hein, c'est ça? C'est comme ça qu'il s'appelle, il me semble. Et c'est curieux comme nom pour un Italien, parce que Toledo c'est plutôt en Espagne, enfin, je sais pas. Et donc, il a porté plainte et tout, alors les flics italiens, qui sont au moins aussi malins que les flics français, ils ont fait une enquête. Et ils ont découvert qu'il n'y avait jamais eu la moindre agression. Le type a fini par avouer qu'il avait tout inventé, tout simplement parce qu'il allait être muté dans une autre université et ça l'arrangeait pas. Donc il a inventé une agression raciste. Mais entre-temps, entre le moment où il a porté plainte et le moment où on a prouvé qu'il n'y avait rien d'une, il y a quand même eu quelques manifestations où on a appelé à l'interdiction des mouvements d'extrême droite et des mouvements racistes. Et alors, en Allemagne... En Allemagne, eh bien... il y a un petit garçon qui s'appelle Joseph Abdullah, dont le père est d'origine iranienne, qui a été retrouvé noyé dans un bassin du coin, dans un jardin. Alors, il y a eu une dénonciation anonyme, bien entendu. Les néo-nazis ont noyé un enfant. Alors, il y a un témoin qui est venu, des témoins à charge, qui sont venus au procès, ils ont dit que oui, absolument, les néo-nazis ont... Alors on leur a dit, vous étiez là, vous les avez vus? Non, pas du tout, non, on nous l'a dit. Donc les témoins à charge, aucun des témoins aucun des témoins à charge interrogés n'avait assisté au fait. Parce qu'évidemment, ça pose un petit problème sur la validité du témoignage. D'autre part, il y a, parmi les 3 suspects, parce qu'on avait arrêté immédiatement 3 nazis, qu'on a foutu en tôle, ça mange pas de pain, un des 3 suspects a fourni, selon le parquet, un alibi qui n'a pas été possible de démonter. Alors on imagine, tous les mecs du parquet qui disent, pas un tournevis, il faudra arriver à démonter l'alibi de ce gars-là, rien à faire, ils sont pas arrivés à le démonter. C'est plus compliqué qu'un réveil matin. Donc le gars, il a un alibi, et il n'y a pas de témoin visuel. Hein. La mère a, selon le parquet, suggéré certains des témoignages, la mère de l'enfant, et aurait versé aux témoins des sommes allant jusqu'à 150 marks. Aucun motif d'extrême droite n'apparaîtrait pour l'instant dans le dossier. C'est vrai qu'en même en étant d'extrême droite, on voit mal quel motif on pourrait avoir de zigouiller un enfant de 6 ans.
Peut-être si on est une ordure, oui, mais toutes les ordures ne sont pas d'extrême droite et tous les gens d'extrême droite ne sont pas des ordures. C'est dommage, ça serait plus simple, c'est pas comme ça que ça marche. Et alors, devant l'immense émotion qu'avait suscité l'affaire, le chancelier Gerhard Schröder, qui est jamais à l'abri d'une connerie, avait immédiatement reçu la mère de l'enfant. Elle lui avait peut-être filé 150 marks aussi, je ne sais pas. En tout cas, ils ont libéré les 3 skinheads. Voilà. Puis maintenant, c'est la mère de l'enfant qui va aller en prison pour subordination de témoins. Hein, je dis, c'est la faute aux nazis d'ailleurs, ça, en plus. Parce qu'il n'y avait pas de nazis, ils ne seraient pas obligés de monter des trucs comme ça. Hein. Et puis, on parle beaucoup d'affaires de pédomanie, alors je vous signale que les curés vont peut-être avoir la paix pendant un moment, là, parce que depuis ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur Labbé, c'est que les curés étaient dans le cœur de cible sur les histoires. Là, donc là, ça va changer maintenant, parce que on vient de mettre sur pied un réseau de diffusion d'images pédomaniaques sur Internet, mettant en cause des établissements secondaires et universitaires de Lorraine et de Belgique. Donc ça y est, on repart sur la piste du professeur vicieux. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va faire moins de bruit que les curés. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les médias préfèrent quand c'est un prêtre. Ah, vous croyez ? Oui, mais Et puis il y a quand même la bonne nouvelle du jour. Ça va vous plaire ou ça va pas vous plaire, je sais pas. Mais il y a un jeune beurre qui jouait avec son pistolet à grenaille dans la rue, il s'en est filé un coup dans la tête. Il jouera plus avec un pistolet à grenaille. Voilà. Alors, je me demande ce qu'il foutait avec un pistolet à grenaille. Il avait peut-être trouvé. Voilà. Dans la poche d'un néo-nazi. Voilà, il avait confisqué un néo-nazi. Nordine, 17 ans, ça c'est autre chose, a été mis en examen pour assassinat écroué mardi 28 novembre après la mort de Salim, un adolescent du même âge. On disait, pendant l'occupation, quand il y avait des petits Allemands, les gens disaient, dis donc, ça va mal, ils sont obligés de les couper en deux maintenant. Et là, on peut dire qu'ils se tuent entre eux. Il y a dans Marianne un truc fabuleux aussi, j'ai relevé, qui est très très beau, et puis après je vous laisserai tranquille avec l'actualité. Voilà. Dans Marianne. Alors, c'est encore une histoire de skinhead. Vous savez, c'est l'histoire des skinheads qui ont défenestré un Indien dans un train. Ça, c'est pas une histoire de western. C'est des gars qui étaient dans le train de Saint-Germain. Ça n'a rien à voir avec le train de... Je crois pas que c'était des skinheads. Hein? Ah bah ils disent des skins. Ah non, ils disent des jeunes gens. Peut-être des prêtres. Trois jeunes gens jouent au contrôleur dans leur air. Ils défenestrent un Indien. Mais où est-il donc passé? On n'a pas trouvé l'Indien. Alors, donc, on croyait à un remake du Train d'Enfer, nous dit le journaliste de Marianne. Il y a eu du grain à moudre. Ouais. Mais, manque de bol, ça tourne mal parce que, écoutez la suite. C'est fabuleux. Les 3 hommes ne sont pas des skinheads, malgré leurs cheveux courts. Et pourquoi ce ne sont pas des skinheads, malgré leurs cheveux courts? Ils ne tiennent pas de propos racistes, entre parenthèses. L'un est marocain. Fermez la parenthèse. Donc, alors je m'adresse à mes camarades d'extrême droite. Si vous avez envie de faire une opération, vous prenez un Marocain avec vous comme ça, vous êtes tranquille, on ne pourra jamais dire que vous êtes d'extrême droite, puisque vous avez l'un d'eux était marocain, monsieur le juge. Hein? Donc qu'est-ce que c'est pas des skins, c'est pas des néo-nazis. Ce sont des paumés bourrés de bière. Je vois pas la différence entre des skins et des paumés bourrés de bière. Donc à quoi on reconnaît un skin d'un non-skin? Ben, le skin, c'est un paumé bourré de bière, mais le non-skin en plus, il est marocain. Hein, vous voyez, c'est ça qui fait Ils ont tous les 3 les cheveux courts, ils sont tous les 3 bourrés, ils sont tous les 3 paumés, mais il y en a un qui est marocain, et donc celui-là, il est pas raciste. A-t-on pu établir si l'Indien disparu avait un billet ou était en situation irrégulière? Alors il pense que c'est pour ça qu'il s'est pas manifesté. Ah. D'une part, il devait avoir peur qu'on lui pique son arc et ses flèches, et en plus, il n'avait pas de son billet. Mauvaise alors, pour en finir avec les skinheads, il y a une nouvelle absolument admirable. Ça fait 4 lignes dans le monde. Des immigrés somaliens sont tombés à bras raccourcis samedi 25 novembre dans une rue d'Helsinki sur 3 jeunes qui se rendraient à un bal masqué déguisés en skinhead. C'est pas très gentil, dis donc. Moi j'imagine le contraire, c'est-à-dire j'imagine 3 gars qui cassent la gueule à des mecs déguisés en nègre. Alors là, c'est là. Oh là 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 là. Le monde est fou. Mais totalement. Faut éviter de se déguiser en indien. Oui, bah oui. Avec son ticket. Et vous savez en plus que il y avait un des principaux mouvements anti-droite et anti-raciste qui s'appelait le Scalp quand même.
Voilà. Alors, donc quoi, des messages? Vos auditeurs sont très très contents de tout ce que vous venez de dire.